Alors, je vais répondre à la commande qui m'a été faite, qui était, si j'ai bien compris, professeur Millet, une commande du regard d'un praticien. Donc, je vais assez peu parler de droit en définitive et beaucoup de pratique. Alors, les 4 arrêts de la Chambre criminelle de la Cour de cassation du 12 juillet 2022 sur l'accès aux données de connexion sont des arrêts majeurs. On le sait, ils s'inspirent de la jurisprudence de la CJIE qu'on a largement évoquée dans les précédents échanges. Donc, je n'y reviens pas et au risque de faire de la peine à Mme la professeure, je n'évoquerai pas l'arrêt de procurature. On ne va pas rentrer dans le détail. Sinon, ça me ramènerait trop loin. Il faudrait aussi que j'évoque l'arrêt Medvedev. Donc, on va aller vraiment très, très loin. Quoi qu'il en soit, et pour être très, très concret, pour le praticien que je suis, dans ces arrêts, la Cour de cassation me paraît distinguer, on vient de l'évoquer longuement, la conservation rapide des données de connexion, qui semble donc encore être autorisée sur l'exécution du parquet, de l'accès à ces mêmes données, qui est désormais restreint pour les procureurs de la République à une double condition, celle de la stricte nécessité que j'évoquais tout à l'heure et celle de la criminalité grave. Donc, cette stricte criminalité, cette stricte nécessité et ce caractère grave de la criminalité ne seront définis et sanctionnés positivement ou négativement, on l'évoquait tout à l'heure dans le cadre des échanges, que lors d'un contrôle aléatoire et a posteriori du juge pénal. Tout ceci est donc particulièrement inconfortable pour la sécurité procédurale des enquêtes conduites sous la direction des procureurs. Alors, pour être tout à fait concret pour les étudiants qui nous écoutent, pour qu'ils voient ce qu'il en est de la définition de la stricte nécessité et de la criminalité grave, je vais vous donner un exemple vécu. Nous sommes en métropole et nous traitons une affaire de déchets industriels. Est-ce qu'une affaire pénale de déchets industriels, c'est de la criminalité grave? Si ce n'est que l'évolution de la société fait que les enjeux environnementaux sont de plus en plus pris en compte par nos concitoyens. Sur ce territoire de la Guadeloupe, on le sait, l'actualité judiciaire le démontre aisément. Donc l'environnement, ça peut être grave. Mais si ce n'est que les déchets industriels, c'est aussi un terreau favorable à l'action de réseaux criminels, donc de la criminalité organisée. Donc dès lors qu'il y a de la criminalité organisée, est-ce que c'est de la criminalité grave? Avec une dimension internationale, puisque bien entendu ces déchets industriels sont destinés à passer les frontières. Il faut travailler dans le cadre d'équipes communes d'enquête avec des Espagnols et des Italiens, et que donc nous sommes déjà sur un problème de confrontation du droit et de la définition juridique de ce que c'est que la criminalité grave. Et comme les déchets industriels, on en revient à notre sujet, sont transportés par des camions, que pour suivre ces camions, il y a des trackers, mais il y a aussi les téléphones portables des conducteurs. Pour pouvoir mettre en évidence la matérialité des infractions, les enquêteurs et donc le procureur de la République a besoin de procéder à un accès aux données de connexion. Oui, mais où? En France, en Espagne ou en Italie? Et selon quel droit? Et selon quels critères? Vous voyez, donc c'est une problématique qui est très concrète et qui, dans la relation quotidienne, puisqu'aujourd'hui les procureurs travaillent en réseau, procureur de Brest, bon, à l'époque, quand on a traité cette affaire, j'étais des procureurs à Nîmes. Le procureur de Nîmes, il travaille en réseau avec le procureur de Marseille, le procureur de Barcelone, le procureur d'Aix-en-Provence, le procureur de Milan. On travaille en réseau et donc avec nos logiques juridiques et nos règles juridiques spécifiques qu'il faut tenter d'accorder. Donc vous voyez que ces définitions que nous donne le juge européen et la Cour suprême nationale nous mettent en réalité en très grande difficulté, puisqu'il va nous falloir, de prime abord, tenter de sécuriser les procédures juridiques sans savoir véritablement si nous, le contenu qu'on donne à la stricte nécessité et à la criminalité grave est le bon. Donc l'impact de ces arrêts de la Cour de cassation dans les services de police judiciaire et dans les bureaux des procureurs de la République a été colossal, presque autant que celui de la réforme de la géolocalisation et un petit peu moins que celui de l'entrée des avocats dans les locaux de garde à vue. Mais bon, on s'y est fait et tout va bien aujourd'hui. En fait, on peut envisager raisonnablement que l'écho qui a été donné en très haut lieu à cette jurisprudence devrait entraîner une réforme législative à moyen terme, puisque le garde des Sceaux a annoncé une refonte du code pénal et surtout du code de procédure pénale à droit constant, et que, inéluctablement, cette question sera posée dans le cadre de la réforme législative. Mais là, c'est là que je me tourne vers les enseignants que vous êtes et vers les étudiants. On sait tous que le diable se cache dans les détails. Et que, tout doucement, ça a été évoqué lors de précédentes interventions, derrière tout cela, réapparaît à basse fréquence l'idée du juge de l'enquête pénale.
Parce que si le procureur de la République, qui n'est donc pas une autorité judiciaire indépendante, LBDF, ne peut plus procéder à ces réquisitions, sauf cas de criminalité grave et de stricte nécessité, il va falloir qu'il fasse appel à un juge. Lequel? Les juges d'instruction, aujourd'hui, sont submergés. Même s'ils ne traitent plus que 2% de la criminalité, ils sont submergés parce qu'en fait, ils traitent les dossiers les plus compliqués, les plus lourds. Bien. Et puis, on a passé de juge d'instruction. Est-ce qu'à droit constant, on peut saisir le juge de la liberté et de la détention? C'est pas sûr. Mais s'il fallait saisir les juges de la liberté et de la détention, il faut savoir que nous n'avons pas assez et que, sur les chiffres, je vais vous donner tout à l'heure les statistiques, sur la volumétrie des réquisitions en matière d'accès aux données de connexion, il va falloir que ces juges soient de permanence tout le temps, jour et nuit. Ils ne sont pas au courant. Il n'y aura pas dit. Ça ne les a pas prévus. En réalité, c'est pour ça que je disais, le diable se cache dans les détails. Derrière cet enjeu de l'accès aux données de connexion par le ministère public et dans quelles conditions, de l'intervention éventuelle d'un juge, lequel se cache en réalité la question du statut du ministère public. De nouveau, puisqu'il n'est pas une autorité judiciaire indépendante, et on sait que dans les cartons de la chancellerie, la question de la césure du corps, et donc de séparer les magistrats du ministère public du corps de la magistrature, est toujours en instance. Voilà, le diable se cache dans les détails. Voilà que d'un sujet purement juridique et purement technique, on en vient à un sujet de politique, voire de droit constitutionnel, puisque le statut du ministère public est dans la Constitution. Donc, avec les arrêts de la Cour de cassation relatifs à l'exploitation des données de trafic et des données de localisation, ce sont des enjeux non seulement en termes d'enquête, pour répondre à la question que vous faisiez, monsieur le professeur, mais aussi en termes d'organisation judiciaire, voire de statut des membres de la magistrature. Alors, vous le savez, selon la Cour de justice de l'Union européenne, ces données sont susceptibles de révéler des informations sur un nombre important d'aspects de la vie privée. Je passe. Ils sont longuement énumérés. Et comme cela a été évoqué dans les précédentes interventions, ces données permettent d'identifier le lieu, le jour, l'heure, la durée de la communication, l'utilisateur, le destinataire, les numéros de téléphone, les adresses de portable, les comptes bancaires, les identifiants, les pseudonymes, etc. Bref, chers étudiants qui êtes tout le temps connectés sur votre téléphone portable, toute votre vie. On n'a pas besoin d'Instagram et de Facebook, on sait tout sur vous grâce aux données de connexion. Or, au quotidien, dans l'activité quotidienne de l'activité de police judiciaire, au cours de laquelle donc, les procureurs animent, coordonnent, contrôlent l'action des gendarmes et des policiers. Ces magistrats et ces officiers de police judiciaire sont confrontés à une évolution des comportements sociaux individuels et collectifs. Tout le monde aujourd'hui a son téléphone greffé à son oreille. Tout le monde aujourd'hui, en clair, si vous ne voulez pas être suivi et détecté, n'ayez pas de clé de voiture, n'ayez pas de carte bancaire, n'ayez pas de téléphone portable, n'ayez pas d'objets connectés, n'ayez même pas de réfrigérateur connecté, rien. À partir de ce moment-là, on ne pourra pas accéder à vos états de données. Or, les criminels, les délinquants, eux, savent évoluer avec les évolutions de la technologie. Ils utilisent remarquablement bien les données de la technologie et de l'informatique. Et aujourd'hui, il n'est quasiment pas une enquête qui n'ait besoin de se positionner dans le domaine informatique et télématique, sachant que désormais on va encore plus loin, on est dans le dark web, on est dans le deep web, etc. Donc, l'enquêteur doit évoluer avec le criminel qui a toujours un pas d'avance sur lui en matière de maîtrise technologique. Donc, les données de connexion sont essentielles. Alors, pour être tout à fait franc, un procureur doit être honnête, mieux, il ne faut pas se leurrer. Au quotidien, l'utilisation des données de connexion a aussi un intérêt gestionnaire pour les services de police et de gendarmerie. Toutes les recherches qu'on fait par le biais de l'informatique, ce sont des filatures et des surveillances en moins. Donc, c'est du personnel en moins dans la rue. C'est-à-dire que les techniques d'enquête ont elles aussi évolué, et pas toujours en bien, grâce à l'utilisation des données de connexion. Mais quoi qu'il en soit, on ne peut pas aller contre son temps et contre les évolutions de la technologie. Et force est de constater aujourd'hui que pour les procureurs et les enquêteurs, les données de connexion constituent un enjeu opérationnel hautement stratégique. Et c'est la raison pour laquelle leur utilisation se généralise. Elle se généralise tellement qu'il faut le savoir, chaque année, peu ou prou, ce sont 2,5 millions de réquisitions qui sont faites par les officiers de police judiciaire en matière d'accès aux données de connexion. 2,5 millions chaque année. Vous voyez la masse que cela représente,
Tout à l'heure, une journaliste de RCI me demandait ça fait combien en Guadeloupe? Beaucoup. Combien? J'en sais rien. Des milliers. Des milliers, puisque aujourd'hui, c'est un outil de travail quotidien pour les services de police et de gendarmerie. Où est le véritable enjeu? Est-ce que l'enjeu est dans le fait de voir des policiers et des gendarmes pouvoir accéder aussi facilement qu'auparavant à ces données de connexion? Ou est-ce que l'enjeu, il est dans la nécessité pour les services de police et de gendarmerie et les procureurs de la République de revoir leur mode d'action et leur mode d'action opérationnel? Et je laisse de penser que le véritable enjeu, il est là. C'est-à-dire que c'est une question aussi de manière de travailler. On a abandonné un certain nombre de méthodes de travail traditionnelles pour laisser la place à la recherche dans le cadre informatique et l'accès aux données de connexion. Aujourd'hui, on atteint peut-être les limites du système. En tout cas, le juge européen et le juge national nous posent des limites sur lesquelles on doit réfléchir. Alors, ça revient à ce que je disais tout à l'heure, ça revient à une réflexion sur la réorganisation de l'institution judiciaire en interne. Si le procureur de la République ne peut plus faire aussi facilement, il faudra néanmoins qu'il y ait une autorité judiciaire qui soit aussi réactive que le procureur de la République. Pour être clair, puisqu'on m'a demandé d'être très concret. Aujourd'hui, les services d'un procureur de la République, partout en France, à Pointe-à-Pitre et à Basse-Terre aussi, assurent une permanence 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Ce sont les seuls magistrats à assurer cette permanence réelle, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Théoriquement, les juges des libertés de la détention aussi. J'ai jamais vu un juge des libertés de la détention être appelé la nuit pour pouvoir donner accès à un local de prostitution ou à un local où on vend des produits stupéfiants. En fait, on a fait la demande avant 18 h, on l'a fait le matin à 6 h. On réserve nos collègues. On donne un petit peu de temps. Mais si on doit passer par le recours à un juge pour aller aussi vite qu'on le fait aujourd'hui, ça va demander une véritable réorganisation de l'institution judiciaire. Donc, vous voyez, le diable se cache véritablement dans le détail. Ce n'est pas qu'un enjeu de technicité, ce n'est pas qu'un enjeu de droit, c'est plus globalement un enjeu qui touche à l'organisation même de l'institution judiciaire. J'évoquais tout à l'heure les 2,5 millions de réquisitions qui sont faites chaque année. Il faut savoir, ce n'est pas inintéressant, que 1,5 million de ces réquisitions concernent les FADEC, c'est-à-dire les factures détaillées des téléphones. Pour répondre donc à l'ensemble de ces enjeux, qui sont à la fois procéduraux, organisationnels et au sens noble du terme politique. L'institution judiciaire est véritablement face à un défi. Elle est face à un défi. Pourquoi? Parce que, en tant que procureur de la République, moi je me dois de constater que nous sommes confrontés, j'arrive tout doucement au terme de mon propos, à une double évolution. Le législateur nous donne toujours plus de compétences. À chaque réforme de procédure pénale, le procureur de la République a toujours des attributions, des compétences supplémentaires. En tant que procureur de la République, enfin ancien procureur de la République, je devrais en être ravi. Plus j'ai de pouvoir, mieux c'est. Ça devrait être mon épanouissement total. Bon, le fait est, c'est que le procureur que je suis est aussi un citoyen. Et en tant que citoyen, je peux quand même m'interroger sur cette extension permanente des pouvoirs du procureur de la République, sous l'autorité très relative, très relative, très lointaine de l'exécutif. Mais enfin, c'est quand même l'exécutif qui me donne et qui me mute, entre nous. Donc, je ne suis pas totalement indépendant. Donc, en tant que citoyen, je peux être inquiet de voir la plénitude, enfin, l'extension de ces pouvoirs et finalement le rôle réduit du juge pénal. Aujourd'hui, le juge pénal, le juge de jugement, ne connaît pas plus de 20% de la criminalité. Sur 100% d'affaires, le juge pénal ne connaît que 20%. Donc 80% des affaires sont traitées par le procureur de la République seul. Et encore, dans les 20% qui sont soumises au juge pénal, comme vous le savez, par la CRPC et la proposition pénale, le rôle du juge est réduit finalement à un rôle de validation ou d'homologation. Donc on voit bien que le rôle du juge est contenu et réduit. Ça pose un sujet par rapport à la réalité de l'état de droit. Et le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, ça a été dit dans les précédentes interventions, c'est un sujet de liberté publique, c'est un sujet de liberté individuelle, mais au regard de l'autorité à qui est confiée cette possibilité d'intervenir
est d'accéder aux données de connexion, c'est un sujet qui touche tout simplement l'état de droit et au fonctionnement plus global de nos démocraties. Voilà, donc je m'égarte véritablement, je suis désolé de me de la stricte technique juridique, mais pour aborder une thématique plus large, mais bon, j'ai la faiblesse de penser, étant le fruit de l'université, j'ai la faiblesse de penser que le droit c'est de la philosophie appliquée, que de temps en temps c'est pas inutile de revenir aux fondamentaux. Donc, tout ceci pour dire que l'accès aux données de connexion est un enjeu de société majeur. Ça touche aux libertés individuelles, ça touche au droit à notre vie privée. L'usage doit donc respecter le droit européen, respecter les libertés individuelles, à commencer tout simplement par l'article 9 du Code civil. On l'oublie, mais il est très bien rédigé, cet article 9 du Code civil qui protège notre vie privée. Et en définitive, moi je considère en tant que praticien, et c'est le mot de la fin, que ce type de jurisprudence qui me contraint dans mon exercice quotidien, c'est à la fois un impératif puisque je dois respecter et la loi et la jurisprudence, et c'est une contrainte puisque j'ai plus autant de liberté d'action, mais ça a quelque chose d'extrêmement salvateur, c'est que ça m'impose une véritable vigilance. Voilà, je vous remercie pour votre écoute.